Donc, bonjour à tous. Donc, je vous remercie de me permettre de faire cette présentation, sachant que voilà, moi, je suis du coup coordinatrice en fait gériatrique de l'UCOG Val-de-Marne Sud, et je me suis permis de rajouter le nom de Florence de Biard dans la présentation parce qu'elle est infirmière de pratique avancée. Et voilà, pour moi, évaluation gériatrique, maintenant, parcours, il faut penser à ces nouvelles possibilités. Donc voilà, comme j'ai emprunté certaines choses à ces présentations. Je l'ai rajouté dans le début. Donc juste, bon, ça, vous êtes probablement tous au courant de ça et vous avez peut-être déjà vu cette figure, mais au cas où quelqu'un ne l'ait pas vue. Donc sur cette figure, juste, vous avez trois groupes. Donc le groupe bleu, c'est le groupe en parfaite santé, complètement autonome, sans aucune comorbidité. Et le vert, c'est le groupe frail, mais qui est même plus que fragile dans cet article. C'est le groupe justement avec une perte d'autonomie et de nombreuses comorbidités. Et ce qu'on voit ici, du coup, sur cette diapositive, c'est que finalement, quand on a entre 60 et 74 ans et qu'on est dans le groupe vert, on a finalement une espérance de vie qui peut être, j'allais dire, inférieure à, par exemple, aux patients qui sont dans le groupe bleu et qui ont 85 ans. Donc ça, c'est juste pour enfoncer une porte ouverte au cas où quelqu'un aurait encore un doute sur le fait que ce n'est pas l'âge chronologique en soi qui est une problématique chez les patients âgés avec cancer. Donc, juste pour situer un peu l'UCOG Val-de-Marne Sud, c'est très étendu, c'est sur le territoire du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne et une partie du 91. Et on a donc de nombreux hôpitaux qui dépendent de cette UCOG. Et j'ai mis en rouge, entre guillemets, les recours possibles en oncogériatrie, donc avec Mondor-Chenevier, le CHIC à Créteil, Paul Brousse, Kremlin-Bicêtre et l'Institut Gustave Roussy. Et surtout, si parmi les personnes connectées, vous faites partie d'un de ces hôpitaux et que justement, je n'ai pas connaissance de cette expertise oncogériatrique, n'hésitez pas à demander justement à avoir mon contact, si ça peut avoir aussi cet effet-là. Voilà. Donc, nous, en pratique, je vais vous présenter notre activité sur le groupe hospitalier Henri Mondor. Donc, en quoi consiste l'évaluation gériatrique? Donc, c'est plus de 400 patients évalués par an. Alors, qui peut faire la demande? Il y a bien sûr sur le site, j'allais dire, les oncologues, les chirurgiens et les spécialistes d'organes du site. Mais après, on est extrêmement ouvert, c'est-à-dire qu'il y a des médecins généralistes du territoire. Il y a aussi des gériatres d'hôpitaux gériatriques qui n'ont pas de recours en oncogériatrie et des oncologues, pas uniquement de notre site, mais des oncologues notamment de la Seine-et-Marne qui font appel à nous. À quel moment? Alors vraiment, je trouve que c'est important de préciser que l'évaluation gériatrique, elle peut finalement intervenir à plusieurs moments. Ça peut intervenir au niveau avant le diagnostic, c'est-à-dire quand parfois le patient est extrêmement fragile et qu'il y a par exemple une déglobulisation et qu'on se pose la question de faire une coloscopie et on se pose la question du coup de savoir si jamais il y a un cancer, qu'est-ce qu'on fera? Donc on nous pose la question des fois avant le diagnostic. On nous pose bien sûr la question avant le traitement. On peut nous poser la question en cours de traitement. J'entendais ça dans les discussions tout à l'heure, c'est-à-dire que parfois on n'a pas forcément pensé où le patient, j'allais dire, était complètement fit et on ne nous a pas demandé notre avis avant la mise en place d'un traitement. Et puis finalement, il s'avère que le traitement est moins bien toléré que prévu, où il y a d'autres problématiques, par exemple en post-chirurgie et qu'on se pose des questions avant la chimiothérapie. Et on peut aussi nous poser la question parfois, j'allais dire, après le traitement, sur des problématiques diverses, avec notamment la question de savoir est-ce que c'est les effets secondaires du traitement, est-ce que c'est des problèmes gériatriques purs. Alors, donc au niveau des demandes, donc là, je vais me centrer sur tout ce qui est évaluation gériatrique puisque c'était la thématique, mais il faut savoir qu'on a aussi finalement une activité un peu de discussion multidisciplinaire avec notamment les autres partenaires du territoire. On a aussi, surtout quand c'est des médecins généralistes, des vraies insertions de patients dans le parcours de soins, c'est-à-dire qu'on nous les envoie, ils ont tout juste la biopsie ou même pas encore la biopsie, on les met vraiment dans notre parcours de soins. Et ça nous est même arrivé parfois d'aider certains collègues dans les relectures d'imagerie par l'expertise sur notre groupe hospitalier. Et une des particularités, c'est qu'en plus d'être évalué
d'avoir une évaluation gériatrique approfondie. La plupart en fait de nos patients vus en consultation sont inclus directement dans la cohorte LCAPA, dont je suis sûre on va vous parler largement tout à l'heure. Voilà, mais donc il y a plus de 3000 patients qui ont été inclus dans la cohorte LCAPA sur notre groupe hospitalier. Et bien sûr fait avec leur accord. Donc nous, volontairement, parce que Jamel disait on leur fait le G8, alors parce qu'il y a eu toute une discussion de savoir s'il fallait continuer à faire le G8, notamment par les interlocuteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui finalement sont sensibilisés. Moi, je sais que j'insiste, je continue à vouloir ce G8, je demande à ma secrétaire qu'il soit fait systématiquement, parce que je pense que c'est quand même bien, même certains qui n'ont pas forcément envie de le font et se rendent compte que, ah ben oui, finalement, mon patient avait perdu du poids, avait perdu du poids. Ah ben oui, finalement, il est plus fragile que je pensais. Donc, j'avoue que moi, à visée, ne serait-ce que pédagogique, on continue à le faire. Voilà, donc on a une demande spécifique, peu importe, et donc on aide vraiment nos interlocuteurs s'ils ne savent pas comment remplir la demande. Et je pense que là, dans les choses qui sont vraiment importantes, il faut entre guillemets qu'on arrête de voir dans les RCP avis oncogériatrique sans même qu'on ait une idée de quelle est la question posée. C'est-à-dire que nous, notre évaluation gériatrique, elle peut répondre à une question, c'est-à-dire qu'on n'aura pas la même réponse quand c'est un traitement chirurgical, par exemple pour un cancer colique, ou quand c'est une immunothérapie dans un autre cancer. Donc vraiment, on a une spécificité. C'est comme si on disait à un radiologue, faites-moi un scanner, sans même dire aucune symptomatologie du patient, et on ne peut pas répondre à la question. Donc voilà, si on ne répond pas à la question, on est complètement perdu. Donc ça nous arrive parfois. Pourquoi on est perdu? Tout simplement parce que dans la question, ça peut concerner la chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie, les thérapies ciblées et les immunothérapies, et que l'ensemble fait souvent un cocktail explosif. Donc nous, on a besoin de savoir un petit peu ce qu'on va mélanger comme ingrédient pour pouvoir aider le patient au mieux. Donc, le parcours de notre patient en oncogériatrie, donc jusqu'à 2022, on avait le patient qui avait plus de 70 ans, qui était repéré fragile par un oncologue ou un autre spécialiste d'organes et qui était évalué donc par l'oncogériatre. Et donc, depuis maintenant, janvier 2023, on a la participation d'une infirmière de pratique avancée dans ce parcours et je vais vous montrer comment. Elle n'intervient pas dans l'évaluation initiale, mais elle fait donc des consultations de suivi des différentes fragilités. Elle fait ensuite les liens avec à la fois nous, l'équipe de gériatrie, mais aussi les spécialistes d'organes. Elle fait un lien avec les intervenants intra-hospitaliers, parfois pour les patients hospitalisés, comme les diététiciens, des plateformes de support spécifiques. Elle intervient aussi auprès du territoire, auprès des médecins généralistes, des infirmières libérales, des kinésithérapeutes, et elle a un lien aussi directement avec les différents réseaux comme les DAC ou les espaces autonomie. Donc là, on va partir d'une situation, comme ça vous comprendrez plus comment on fait. Donc on va partir de la situation d'une dame de 88 ans qui nous est adressée pour un carcinome lobulaire infiltrant du sein, métastatique osseux et ganglionnaire, avec des récepteurs hormonopositifs, HER2 négatifs, et puis elle était sous hormonothérapie, fulvestrant. Et elle nous est adressée par l'oncologue pour une aide à la prise en charge thérapeutique. Et comme cet oncologue remplit bien la demande, il précise que c'est pour un souhait de mise en place de capacité binaurale et que c'est indiqué devant une progression osseuse parce que cette patiente a déjà reçu taxane anthracycline en début de maladie. Alors, quand on évalue la patiente, elle a un état général qui est altéré avec OMS2, essentiellement du fait de ses douleurs sternales. Elle garde par contre une autonomie conservée sur les ADL. C'est une patiente qui est célibataire sans enfant, mais elle nous précise qu'il y a une nièce très présente. Elle est d'ailleurs présente au moment de la consultation. Il n'y a aucune aide à domicile. Il y a une fragilité motrice puisqu'elle a un time get up and go qui est à 17 secondes. Avec un appui monopodal qui est non tenu. Elle a une dénutrition modérée, elle est diabétique sous antidiabétiques oraux et elle a fait une embolie pulmonaire il y a 1 an. Et ce qui nous embête en plus, c'est qu'elle a des troubles cognitifs majeurs à un stade débutant, avec une dysfonction exécutive au premier plan et des troubles de l'encodage.
Donc d'abord, là, nous, c'est la première consultation, l'évaluation initiale. Donc au départ, on répond à notre collègue oncologue que finalement, cette patiente n'a pas de comorbidité concurrente qui menace son pronostic vital et que le cancer est directement symptomatique et qu'il altère sa qualité de vie puisqu'elle a une altération en plus de l'état général. Par contre, on alerte sur le fait que la patiente est à risque de mauvaise tolérance du traitement, qu'on se pose la question de la faisabilité du traitement compte tenu des troubles cognitifs et que, attention, elle a 2 comorbidités qui sont à risque de décompensation, notamment le diabète et sa BPCO. Donc, on donne l'accord pour un traitement par capecitabine à dose adaptée et on précise uniquement s'il y a une sécurisation médicamenteuse et qu'il y a des interventions et un respect notamment des interventions préconisées, notamment au niveau nutritionnel et motrice. Et donc, clairement, le principal objectif thérapeutique chez cette patiente, c'est de diminuer les douleurs, d'avoir une amélioration fonctionnelle et de sa qualité de vie et d'avoir un arrêt de progression de la maladie avec un équilibre nutritionnel pour limiter les complications. Du coup, on met en place une consultation de suivi par notre infirmière de pratique avancée. Donc, je vais faire plus rapide. Donc, l'infirmière de pratique avancée va suivre en fait l'ensemble des comorbidités de la patiente. Donc, que ce soit la BPCO, donc il va carrément y avoir un relais avec l'organisation d'une consultation avec un pneumologue, des EFR, etc. chez cette patiente qui n'avait plus du tout de suivi. Il y avait toute une question sur l'anticoagulation pour l'embolie pulmonaire d'il y a 1 an. Donc, notre infirmière de pratique avancée a fait directement le relais auprès du créatif et elle s'est occupée des aspects nutritionnels, notamment chez cette personne qui avait une hémoglobine glyquée à 5,5, donc un diabète beaucoup trop équilibré, avec un régime beaucoup trop strict et un doute sur des prises alimentaires adaptées du fait de ces troubles cognitifs. Un lien a été fait aussi avec le médecin traitant. Donc, elle a aussi, cette infirmière de pratique avancée, a aussi donc suivi les différents éléments de fragilité. Donc, il y a une infirmière qui a été mise en place pour la sécurisation médicamenteuse. Il y a eu un portage des repas et une évaluation diététique qui ont été faites grâce à l'espace autonomie et au DAC 77. Il y a eu, au niveau du risque de chute, l'infirmière de pratique avancée a carrément montré des auto-exercices à réaliser au moment où la nièce est au domicile de la patiente. Et enfin, comme la nièce est la seule aidante de la patiente, il y a eu toute une sécurisation, notamment une diminution du risque d'épuisement de cette aidante principale. À 6 mois, la patiente a bien pris son traitement, elle a moins mal, l'hémoglobine glyquée est un peu remontée, elle s'est améliorée au niveau moteur et nutritionnel, et il y a une franche réponse sur le PET scan. Donc, en conclusion, clairement, j'ai entendu tout à l'heure la question du souhait du patient, donc je ne savais pas que cette question serait posée, mais je pense que c'est fondamental de rappeler que les objectifs thérapeutiques sont peut-être différents chez les patients âgés, que le souhait du patient est fondamental et qu'au-delà de purement la survie et la diminution de la progression de la maladie, le statut fonctionnel, la qualité de vie, puis pour certains, ça va être la diminution du risque de chute, sont des choses fondamentales à prendre en compte. Et donc, clairement, là, si je n'ai pas réussi à vous montrer le rôle du suivi par l'infirmière de pratique avancée, en tout cas, ça commence à être démontré dans la littérature, notamment sur les comorbidités, tout ce qui est statut fonctionnel, social et nutritionnel. Il y a des interventions qui sont centrées sur la diminution des toxicités, donc que ce soit l'essai GAIN ou l'essai IMPROVED. Et enfin, il y a un vrai intérêt à réaliser des prises en charge multidisciplinaires en cours de prise en charge thérapeutique pour limiter la perte fonctionnelle. Donc, nous, on participe notamment à l'essai OCEAN et à PACA. Voilà, je vous remercie de votre attention.